Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Encore un gros sujet qu'on va essayer de dépoussiérer aujourd'hui. Le staking dans Cosmos, écosystème que vous le savez, je suis quand même depuis un bon bout de temps. On l'a couvert sous de différents angles parce qu'il évolue relativement vite et que sa scalabilité horizontale n'est pas forcément facile à comprendre et à appréhender pour les gens qui ont été historiquement habitués à de l'extraction de valeur verticale, type un peu Ethereum, etc. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, sur l'organisation globale du cosmos, de l'écosystème cosmos, on va dire en général. Ces choses-là ayant été très largement détaillées dans d'autres vidéos, et pour essayer de garder celle-ci relativement concentrée sur le thème principal dont on va parler aujourd'hui, aka le staking, essayer de comprendre l'essentiel du staking, les pièges à éviter, comment ça fonctionne. Là encore, on a déjà un peu dégrossi certaines des notions sur lesquelles je repasserai un peu plus vite, bien entendu. Allez, c'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de concentrer tout ça en un minimum de temps possible. Alors déjà, le point de départ. Donc le premier truc, si vous voulez vous investir sous une forme ou sous une autre sur des tokens de l'écosystème Cosmos, la première bêtise à ne pas faire, c'est de le faire via des exchanges centralisés. C'est-à-dire, je prends mes petits euros ou mes dollars et j'achète du Cosmos Hub, j'achète le gros bébé Atom parce que c'est celui qui est mis en avant sur les grosses plateformes, et comme ça, j'ai acheté le token qui me permettra de bénéficier de gagner de la thune dans le Cosmos sans rien y comprendre. Alors ça, donc c'est la première des conneries, on l'avait bien vu et on a déjà dégrossi ça dans les premières vidéos. C'est très compliqué de s'investir dans le Cosmos en achetant qu'un seul token, même si on va le voir, sous un aspect investissement lié au staking, et particulièrement donc participation au consensus, au niveau donc de la production de sécurité d'un proof of stake, il y a quand même de fortes chances qu'Atom ait vraiment pignon sur rue à ce domaine-là. On en reparle un petit peu plus tard. Mais donc, première connerie, se contenter de « ok, je prends juste Vatom ». La deuxième connerie à pas faire derrière, ce que font la plupart des gens, c'est de staker ça sur les exchanges centralisés. Les conséquences de ça, CQFD par rapport aux vidéos précédentes, vous êtes complètement exclu de tous les airdrops qui étaient, pour les cycles précédents d'airdrop, des montants parfois extrêmement importants par rapport à l'investissement initial. Une vraie gestion du risque avait été faite par rapport à ces airdrops. On l'a vu aussi, ce sera de moins en moins le cas à travers le temps, à travers la migration des systèmes de sécurité, et ça on en reparle après. Bref, ceci dit, donc, la première chose, zéro airdrop. Les exchanges centralisés sont systématiquement exclus des snapshots d'airdrop, puisque tout simplement dans l'écosystème Cosmos, on considère que vous devez participer le plus directement possible à l'aspect gouvernance, etc. Et tout simplement, être juste là pour gagner de la thune à travers l'exchange centralisé, c'est pas trop dans l'éthique de Cosmos. Donc vous êtes systématiquement écarté des airdrops. Première chose. Et puis alors le deuxième truc, mais ça me fait mourir de rire, c'est même dramatique en soi, j'en pense que les gens ne sont même pas au courant de ça, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je ne l'avais même pas vue, mais ça craint, bordel. Tu bloques tes atomes pendant 30 jours chez Binance, ok, on te paye 12%. Alors c'est encore pire chez les potes de Coinbase, qui osent faire une pub, c'est-à-dire de mettre en avant le rendement génial de Atom, qui vous rapportera 6,12% APY. Oh là là, franchement, c'est génial. Ok. Bon, alors je vous montre juste 2 secondes combien vous gagnez si vous faites la même chose avec Kepler, c'est-à-dire en self-hosted wallet, en self-custody, c'est-à-dire vous détenez vous-même vos atomes dans votre propre wallet avec votre clé privée ou votre ledger, si c'est un hardware wallet. 21,75%. Ça veut dire, non mais franchement, Coinbase vous donne un tiers du rendement, d'accord ? Chez Binance, c'est à peine plus de la moitié. C'est quand même se foutre de la gueule du monde, pardonnez-moi. L'excuse. Alors évidemment, Binance vous propose d'augmenter un peu le rendement en stakant plus longtemps et s'aligne sur le rendement à condition de bloquer 120 jours, d'accord ? Alors que là encore, l'unbonding dans un delegate, on va en parler un peu plus tard, c'est 21 jours. Donc bref, on se fout un peu de votre gueule, pour rester poli, c'est le minimum qu'on puisse dire ici. Bon, donc c'est la première des choses, on ne stake pas via les exchanges centralisés, c'est la connerie number one. Déjà donc par rapport à l'inéligibilité aux différents airdrops, et surtout le fait que franchement ils vous la mettent un peu profond sur le yield, et franchement c'est à la limite de l'arnaque. Mais on va le voir, il n'y a pas que ce facteur-là. Donc, comme on l'avait expliqué, quand il s'agit de staking dans Cosmos, on n'est pas dans un modèle d'extraction verticale de la sécurité, modèle Ethereum plus Layer 2, c'est-à-dire les Layer 2 ne se posent même pas la question de la sécurité, ils héritent
de l'inscription des blocs Ethereum pour l'antériorité des transactions et la validité de ces derniers. Bref, en gros, le consensus est opéré d'une façon simple, relativement simple en tout cas à comprendre, c'est-à-dire on se limite à dire papa Ethereum se charge de la sécurité Proof of Stake, il y a énormément de capital derrière, et comme on l'a dit dans les mécanismes Proof of Stake, si vous réfléchissez juste une seconde, il faut être complètement timbré pour essayer de tricher. Il y a tellement à perdre, et comme de toute façon toute tricherie sera détectée, ça ne sert à rien de tricher en Proof of Stake. Alors je sais qu'il y en a qui pourraient discuter infiniment du fait que le Proof of Stake, ça sera corrompu, etc., alors que le Proof of Work, c'est génial. Bon, écartons tout de suite ceci. Si on parle de sécurité, on parle surtout de est-ce qu'on peut tricher ou non. C'est possible de tricher dans les deux, mais c'est infiniment stupide dans les deux cas de figure. Donc, que l'un ou l'autre soit mieux sur certains petits détails, on ne va pas discuter là-dedans ni rentrer dans ce niveau de granularité, on va juste se contenter de dire les deux sont extrêmement safe et inviolables en leur état actuel. Ou en tout cas, il faudrait être complètement con pour oser se mettre face à ça. Donc, Proof of Stake, comment ça fonctionne? Donc, on l'a vu, il y a différents types de mécanismes, etc. Chaque petite blockchain Proof of Stake a essayé de s'en sortir de sa façon, pour essayer de gagner des transactions par seconde ou d'obtenir une décentralisation plus large, fameux trilemme de la blockchain, et on ne va pas revenir là-dessus. Donc, ici, on a dit on focus sur Cosmos. Donc, on est dans le cas de ce qu'on appelle un BFT, donc Byzantine Fault Tolerance. Quels sont les trade-offs qui sont faits? Tout simplement ici, pour obtenir une capacité de transaction relativement élevée, on le verra, une blockchain en l'occurrence avec le consensus actuel, ex-Tendermint, aujourd'hui renommé Comet BFT, enfin bref, on est actuellement sur selon effectivement la durée des blocs et la taille du validateur 7, on peut varier entre 2000 et 4 à 5000 transactions par seconde. Mais la beauté de Cosmos, comme on l'a vu, c'est que donc, il y a une infinité de blockchains qui peuvent se répliquer éventuellement. C'est-à-dire que si par hasard, une blockchain venait à atteindre le seuil maximal et critique et de façon durable, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un pic de demande, mais on a vraiment une demande croissante sur cette blockchain qui pourrait justifier une réplication. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous n'auriez pas une seule osmosis, vous auriez 2 cœurs d'exécution osmosis, chacun capable d'absorber 4000 transactions par seconde. Donc on a une capacité de réplication, puisque là encore une fois on est sur des blockchains, je ne le redirai jamais assez, les codes non open source ou permissionnés, c'est pas de la blockchain, d'accord? Donc par la base, le code doit être open source, accessible à tous, etc. Ok. La deuxième chose qu'il s'agit de comprendre, donc, c'est cette réplication infinie qui est propre au Cosmos ou à d'autres, effectivement, types de ce genre-là, mais c'est bien ça l'avantage stratégique qu'apporte Cosmos. Ok, le validateur 7 sera donc limité, et c'est là que se trouve le trade-off. On va en parler, puisque ça, on en aura besoin de revenir là-dessus quand on regardera comment fonctionne le business model des validateurs dans le staking, quand il faudra donc choisir vos validateurs. Mais donc, si on comprend déjà ce qu'on fait donc, dans le Cosmos, staker, c'est-à-dire on va participer au consensus, et il va falloir choisir un validateur. Donc, tout comme sur Ethereum, il y a une quasi-infinité de validateurs, mais dans ce cas-là, on est encore une fois limité derrière sur la capacité de transaction. Là, ici, on augmente la capacité de transaction et on ajoute un filament de réplication horizontale infinie en faisant des copier-coller de la même blockchain. Tout simplement, on obtient derrière un trade-off en termes de limitation du validateur 7. Donc, on l'a vu, on peut le moduler. L'aspect gouvernance chez Cosmos fait que chaque blockchain est libre de choisir combien de validateurs elle veut. La moyenne ici se situe entre le pire du pire, c'est-à-dire Binance, qui est de l'ordre de 20 validateurs qui sont purement sélectionnés par l'entreprise, et de l'autre côté, on a des chaînes un peu plus décentralisées qui vont jusqu'à 200 validateurs. Évidemment, augmenter ce chiffre, ça réduit mécaniquement soit la durée de bloc, enfin ça augmente la durée de bloc, soit ça réduit le nombre de transactions qui sont processées à l'intérieur de chaque bloc. Donc, il s'agit bien de comprendre qu'il y a forcément toujours des trade-offs, rien n'est magique. Ici, on prend donc le trade-off de légèrement centraliser tout en décentralisant le modèle économique. Bon, maintenant, c'est de dire, on va créer des fameuses app chains, et ça, c'est ce qu'on avait dit, à partir du moment où un processus est normalement réellement décentralisé et open source, il ne peut tendre que vers la spécialisation. Alors, on l'avait dit, c'était pour moi toute l'intelligence de Cosmos d'avoir compris ça dès 2014, que de toute façon, l'espace de blocs n'allait probablement pas se concentrer sous la seule égide d'une blockchain, type Ethereum, ou aujourd'hui ces solutions de scalabilité Layer 2, mais bien se fragmenter, et cette fragmentation amènerait nécessairement des besoins de spécialisation, les fameuses app chains. C'est rigolo, puisque d'ailleurs, donc, cette théorique s'est même reprise dernièrement, et on parle carrément maintenant d'app chain sur les Layer 2.
c'est-à-dire les roll-ups, c'est-à-dire des roll-ups spécifiques blockchain, héritant là encore toujours de la sécurité Ethereum. On voit donc que cette théorique a fait un petit bout de chemin. Bon, voilà pour l'état des lieux de Cosmos, ça fait déjà 10 minutes, donc je vais me bouger. Donc, si on veut participer à la sécurité, d'accord, le proof of stake de Cosmos, c'est là où on va rentrer donc dans un modèle totalement différent d'Ethereum, où là, comme on l'a dit, il suffit d'acheter Ethereum et vous sécurisez tout son réseau et ses sous-réseaux, ces fameux layers 2. Participer dans Cosmos, il y a un paquet de blockchains. Donc déjà, la première question qu'il va falloir vous poser, c'est vous voulez valider qui? Donc, comme on l'a dit, attention, un collatéral de sécurité en proof of stake, ici, on est libre du choix. C'est-à-dire que chaque blockchain crée sa propre sécurité avec son propre set de validateurs et généralement son token natif sert à réaliser la sécurité de cette blockchain. C'est-à-dire qu'on a donc des niveaux de sécurité relatifs. C'est un peu le trade-off qui est fait ici. C'est-à-dire qu'une blockchain qui a une grosse market cap, elle bénéficiera effectivement d'une résistance à l'attaque par la capacité à apporter du capital collatéral dans son proof of stake, plus grande qu'une autre blockchain qui aurait moins de capital collatéral. On a donc ici des niveaux de sécurité relatifs. C'est important de comprendre ça. Donc évidemment, comme toujours, si vous participez à la sécurité, pour ma part, il s'agit de comprendre que la sécurité en elle-même, pour ma part, ça a toujours été un cas applicatif. C'est-à-dire que, je l'avais toujours dit, Ethereum se spécifiera dans la vente de sécurité pure et il y aura de moins en moins de transactions exécutées sur le layer 1. Cette tendance est déjà en train de se mettre en place. Chez Cosmos, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose qui va se produire. C'est-à-dire que petit à petit, les applications ayant du mal à la fois remplir leurs besoins d'application, leurs choix de gouvernance, et en plus de ça, leur sécurité avec un token supply qui varie, je pense qu'on aura cette spécialisation avec probablement une blockchain à l'intérieur de Cosmos, ou plusieurs, ces fameuses idées de hub, qui vont se charger de la sécurité. Aujourd'hui, le hub relativement consciencieusement identifié comme étant le hub de sécurité de l'écosystème Cosmos, c'est la blockchain Cosmos Hub, qui ne sert en fait à rien d'autre. Elle apporte du collatéral, le jeton Atom étant le token à la market cap la plus grande dans l'écosystème. Donc aujourd'hui, Cosmos, entre guillemets, espère vendre sa sécurité. Et c'est ça la grosse évolution qu'il va falloir comprendre si on veut se poser la question de comment va fonctionner le staking dans Cosmos, parce que c'est quelque chose qui va prendre vraiment un changement radical dans les prochaines années. Donc si vous vous embarquez dans le staking Cosmos, c'est essentiel de comprendre cette mutation des modèles de sécurité à l'intérieur de Cosmos. L'état actuel de son modèle, c'est-à-dire chacun fait sa petite sécu comme il peut, doit lever son propre validateur set, et c'est pas forcément facile. On parlera aussi de l'overlap entre ce service de sécurité qui est opéré donc par le biais des validateurs, et qu'en réalité, même si ces blockchains ont donc des niveaux de sécurité différents, via le collatéral de leur propre token, c'est souvent les mêmes validateurs qui se chargent de sécuriser une bonne partie de ces blockchains. Et c'est donc là que le modèle de sécurité va probablement migrer et évoluer au sein des prochaines années. Et ça, c'est la dynamique qu'on va donc essayer de comprendre. Donc si on avance là-dedans, les théories qui ont été avancées aujourd'hui et le développement semblent s'orienter dans un modèle de sécurité évolutif en plusieurs phases. C'est-à-dire Interchain Security V1, celui qui vient d'être voté et qui est en train d'être mis en place, et les premières blockchains vont y être intégrées, particulièrement donc Neutron qui devrait être la première. Et donc le Cosmos Hub va donc vendre sa sécurité directement à une autre blockchain qui gardera l'intégralité de sa souveraineté, c'est-à-dire que Neutron va avoir un token qui servira à la fois à rémunérer les holders qui vont lui proposer sa sécurité. Ces holders, eux, vont apporter de l'atome en collatéral, c'est-à-dire que du coup, le jeton Neutron n'a plus besoin, dans son prix et dans sa market cap, d'incorporer le collatéral de sécurité. Concrètement, Neutron n'a pas besoin de valoir une super blinde pour se prémunir des attaques de sécurité liées au proof of stake. Il se contente donc dans ce cas-là de jouer son rôle de token de gouvernance, c'est-à-dire que son appchain qui va servir à faire des trucs, encore une fois, on ne déploie pas une blockchain pour faire joli, enfin ça ne sert à rien, donc l'espace de bloc de Neutron doit rendre un service. Ce service doit normalement donc générer un flux économique, des fees, d'accord, qui doivent normalement être payés en Neutron. Dans ce cas-là, on obtient un token qui sert de fees pour le protocole en question, et une partie de ces revenus sera rendue à ceux qui opèrent la sécurité. On a donc une délégation de la sécurité envers le jeton Atom, opéré sous l'égide du Cosmos Hub. C'est-à-dire que le Cosmos Hub, ce qu'il fait, c'est que son validateur set va, entre guillemets, utiliser sa valeur collatérale pour sécuriser la blockchain Neutron.
blockchain Neutron n'a donc plus besoin d'avoir un super token qui vaut des centaines de milliards de dollars de market cap pour être aussi sécurisé que le Cosmos Hub. Pour pouvoir donc attaquer le bloc et l'espace de bloc Neutron, il faudrait avoir une puissance capitalistique énorme puisqu'il faudrait être capable de corrompre le Cosmos Hub. Voilà donc tout l'intérêt du Cosmos Hub. C'est un peu le business model d'Ethereum, c'est de dire tout ce qui est sous Ethereum est sécurisé parce que c'est tellement stupide d'essayer d'attaquer Ethereum, et si quand bien même vous essayeriez d'un point de vue financier, ça demanderait un effort colossal et une perte immense en résultat pour obtenir encore une fois un changement temporaire d'une réalité avant que de toute façon vous soyez repéré et éjecté. Donc c'est complètement stupide, mais dans un proof of stake, le collatéral est proportionnel à la sécurité. Bon, ça c'est la première chose à comprendre. Donc le Cosmos Hub, ayant la plus grosse market cap, vend donc ce service à d'autres blockchains qui n'ont donc plus nécessairement besoin de se charger de l'augmentation de leur market cap pour obtenir un niveau de sécurité relativement plus élevé. Donc le Mesh Security V1, c'est ça. C'est concrètement, tous les validateurs du Cosmos Hub vont faire tourner d'autres blockchains dans leurs validateurs et vont recevoir d'autres rewards. Plus simplement des rewards d'inflation Atom, mais des rewards de Neutron, des rewards de Proton ou Electron, ou peu importe les blockchains qui feront partie de ce système de sécurité. Dans la V1, effectivement, donc comme on le dit, on appelle ça Replicated Security parce que tout simplement, c'est l'intégralité des validateurs Atom qui ont la possibilité de participer. Alors évidemment, là, c'est à la discrétion du validateur, c'est-à-dire que certains validateurs peuvent choisir de ne pas faire tourner le software. Mais par contre, Neutron n'a pas le choix de dire « moi, je ne veux que cela de validateur », il doit accepter l'intégralité du set. L'Interchain Security V2, dans sa prochaine version, va introduire ce qu'ils appellent le sharding, c'est-à-dire que là, on va avoir un petit peu de choix de gouvernance. Neutron va avoir la capacité de choisir les validateurs qui lui plaisent. Autrement dit, si Neutron dit, par exemple, à ces validateurs en bas du tableau, pas très professionnels, j'ai pas vraiment envie qu'ils fassent n'importe quoi sur les blocs, je préférerais prendre des validateurs top qualité. Bon, autrement dit, on va apporter un pouvoir de gouvernance sur la sélection des validateurs que tel protocole veut. Évidemment, ça permettra aussi d'obtenir des compromis de sécurité. Si vous louez l'intégralité du Cosmos Hub, ça risque de coûter un peu cher. Si vous voulez qu'une partie des validateurs du Cosmos Hub, probablement que le coût de sécurité relatif sera inférieur. Ça va apporter de la granularité au coût relatif de la sécurité pour les consumer chains. Bon, c'est, on va dire, une évolution logique d'un software. L'objectif étant d'atteindre le Shared Security V3, qui est de dire, on va avoir un overlap des validateurs, rappelez-vous ce qu'on a dit avant, une large partie des validateurs qui valident le Cosmos Hub valident aussi d'autres blockchains qui n'héritent pas de la sécurité partagée du Cosmos Hub. Dans ce cas-là, ces blockchains elles-mêmes assurent une partie de leur sécurité via leur propre collatéral, c'est-à-dire chez Quicksilver, il faut apporter le jeton QCK qui sert à valider et à collatéraliser les validateurs qui tournent sur Quicksilver. Dans l'Interchain Security V3, le Cosmos Hub sera capable d'apporter lui-même en collatéral des jetons Atom, via le biais d'une partie de son validateur set choisi par Quicksilver. Autrement dit, Quicksilver peut assurer sa propre sécurité et donc conserver sa souveraineté et sa capacité, s'il le souhaite, à couper ce lien pour redevenir complètement indépendant. Mais dans ce cas-là, on a une sécurité à la demande, c'est-à-dire la blockchain consommatrice choisit à un moment donné, si elle décide, par exemple, de transitionner vers un modèle de sécurité partagée ou tout simplement de louer une partie de la sécurité collatérale de la market cap Atom en sélectionnant une partie ou tout ou partie du validateur set. Okay, tout en conservant une partie additionnelle de la sécurité liée à son token. Donc là, on est vraiment sur un système hybride. Et alors derrière, vous avez donc carrément Osmosis qui allait un petit peu plus loin dans la démarche, et c'est probablement la version finale, mais là on en est sur plusieurs années, version finale de la sécurité, qui est que concrètement, tout ceci peut s'hybrider entre différentes blockchains et ont la capacité d'apporter chacun un collatéral. Autrement dit, à la fin, le Cosmos Hub est sécurisé à la fois par les atomes, mais par une partie des jetons Osmosis qui pourraient être mis en collatéral en plus, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on parle de lien de causalité et de fratrie entre les validateurs. Comme on l'a dit dans le premier élément, il y a souvent plusieurs validateurs d'Osmosis qui sont également validateurs Atom. Dans ce cas-là, on parle de cross-chain staking, c'est-à-dire qu'en soi, le validateur qui valide à la fois Atom et Osmo va apporter dans la sécurité qu'il apporte, donc le collatéral, à la fois des atomes et des osmos dans les deux blockchains. C'est donc ce qu'on appelle le cross-chain staking et le cross-chain slashing. Ce qui veut dire que si ce validateur venait pour une raison X ou Y à tenter de corrompre la blockchain, son identification en tant qu'actif corrompu lui vaudra de se faire slasher des atomes et des osmos.
Dans ce cas-là, on obtient donc le collatéral proof of stake de ce validateur avec plusieurs tokens. Ce validateur, s'il valide 3 blockchains, peut dire, moi, dans mon collatéral de sécurité, quand je viens valider vos blocs, j'apporte de l'Atom, de l'Osmo, du Juno. Et si je fais n'importe quoi de pas bien sur une seule de ces blockchains, vous pourrez péter ces 3 tokens. D'accord? Donc là, concrètement, on multiplie assez dramatiquement le collatéral apporté par les validateurs dans la sécurisation. Bon, pour moi, c'est vraiment la version finale et ça reste très très hypothétique de voir tout ça se mettre en place. Voilà, ça c'est donc essentiel de comprendre comment va évoluer la sécurité. On a bien compris donc que l'élément central de cette sécurité, ça reste le validateur. Donc il s'agit maintenant de comprendre de façon très simple comment on délègue à un validateur, puisque donc le staking et le revenu de staking dont on parlait tout à l'heure, qu'il soit 21% si vous le faites de façon directe ou l'enculade des exchanges centralisés, bon concrètement ça passera toujours par un validateur. Ces exchanges centralisés étant en fait des opérateurs techniques, c'est-à-dire des validateurs. Donc ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est comment fonctionne un validateur. Un validateur, il obtient un pouvoir de gouvernance dans Cosmos qui est relatif au stake qu'il possède. Tout simplement, plus vous avez de collatéral, plus vous avez le droit d'apporter ce collatéral dans le choix et la décision de l'orientation économique et politique de ces projets. C'est-à-dire, par exemple, sur la blockchain Atom, l'ensemble des validateurs, relatifs à leur poids de validation, peuvent choisir dans quelle direction est supposée aller cette blockchain. C'est relativement simple. D'accord ? Évidemment, chaque possédant d'Atom peut voter en son âme et conscience, individuellement. Mais à partir du moment où vous stakez, vous ne faites pas que déléguer la valeur économique de vos jetons pour le proof of stake à ce validateur, vous lui déléguez aussi la capacité de voter à votre place. Et ça, c'est bien une spécificité de Cosmos qu'il faut comprendre tout de suite. D'accord ? Quand vous donnez votre collatéral proof of stake à un validateur, soit-il un validateur centralisé, vous lui donnez également votre pouvoir de vote. Comme on l'a dit, vous pouvez voter tout de même tout seul. D'accord ? Dans ce cas-là, votre vote remplacera celui de votre validateur, mais comme vous ne pouvez pas voter chez Binance, et encore moins chez Coinbase, d'accord ? Quand vous stakez chez ces validateurs, vous leur donnez implicitement le pouvoir total de vote sur la gouvernance de les blockchains en question, qu'elles soient Atom, Osmo, peu importe. C'est hyper important déjà de comprendre ça. C'est encore un truc qui vient s'ajouter à pourquoi il ne faut surtout pas le faire chez les exchanges centralisés. Vous leur déléguez un pouvoir de vote assez significatif. Quand on regardera la tronche des validateurs 7, vous verrez où se trouvent les fameux Binance et Coinbase. Ok. Bon, comme on l'a dit derrière, il y a un modèle économique. C'est-à-dire que, comme toute chose, le staking apporte un rendement, un rewards. Il y a donc forcément un risque. Alors, on va tout de suite dedans. Quels sont les effets qui se coulent du staking ? Bon, normalement, ça ne devrait pas vous choquer, mais j'espère que c'est quand même connu. Quand on est dans un mécanisme de proof of stake, il y a généralement ce qu'on appelle une période de bonding. C'est-à-dire que pour que, en cas de tricherie, on puisse péter le collatéral en question derrière avec un délai, généralement, le capital que vous engagez en proof of stake ne peut pas être retiré immédiatement. C'est ce qu'on va appeler la période d'unbonding. Bon, ça dépend des blockchains. Actuellement, on est sur du 21 jours sur Atom, et c'est un peu la moyenne dans l'écosystème. Mais c'est surtout de comprendre que là encore, il y a des techniques qui vont probablement améliorer ça. Et notamment, il y a différents projets qui travaillent, sans donner de nom Babylone et des trucs comme ça, qui travaillent pour activement réduire cette durée d'unbonding. Il y a aussi d'autres solutions, qu'on va voir plus tard, le liquid staking, par exemple, qui permettent là aussi de retrouver la liquidité quasi instantanée de son token. Attention, encore une fois, ça veut donc dire que vous aurez une représentation du token, plus le token réel. Ça veut donc dire qu'il peut y avoir des slippages. Si tout le monde veut sortir en même temps, vous pourrez sortir, mais vous ne récupérerez pas un atome pour un atome déposé. C'est toujours pareil, c'est le même business que ce que vous pourriez voir chez des Lido Finance avec le Stake Teeth. Donc je vous laisse encore une fois regarder tout ça pour un petit peu plus de détails. Et on reviendra là-dessus plus tard. Donc, unbonding, c'est la première des choses. Vous perdez la liquidité immédiate de vos tokens, sauf si vous mettez en place du liquid staking ou que vous utiliserez certains protocoles qui auront pour capacité éventuellement donc de réduire cette durée d'unbonding un peu plus tard quand cet écosystème aura avancé. Bon, la deuxième chose à comprendre, c'est la redélégation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez délégué vos tokens à un validateur, vous pouvez, tous les 21 jours, changer de validateur. D'accord ? C'est-à-dire que si votre validateur ne vous plaît plus, ou si effectivement il fait de la merde, vous pouvez en changer tous les 21 jours sans aucun problème, et de façon infinie. Okay ? C'est juste qu'à partir du moment où vous venez de changer de validateur, vous ne pouvez pas rechanger avant 21 jours, puisqu'on l'a dit encore une fois, il y a la nécessité de bloquer le capital pendant un moment donné, puisque si ce validateur ne se comporte pas correctement, il faut que pendant une durée relativement variable, on puisse derrière péter le collatéral qu'il avait mis en jeu dans le proof of stake.
La undelegation, ce dont on a parlé, 21 jours, d'accord, c'est le minimum qu'il va falloir. Certaines blockchains vont plus vite, et comme on l'a vu, certains mécanismes permettent de compenser ce retrait de liquidité en introduisant toujours d'autres compromis, qu'on soit bien d'accord, sinon ce serait trop beau. Le droit de vote, dont on a parlé, et de sa délégation au validateur. Le validateur auquel vous donnez votre stake peut également caster les votes en votre lieu et place si vous ne le faites pas vous-même. Si vous votez vous-même, évidemment, vous votez vous-même. Ok? C'est hyper important. Et alors, on va tout de suite sur les risques de slashing, puisque donc, on en parlait, si votre validateur ne fait pas son taf correctement, le fameux slashing, qui peut donc faire extrêmement peur à beaucoup de monde, on va mettre les deux pieds dans le plat parce que c'est souvent n'importe quoi, et qu'il vaut mieux le voir correctement. Donc concrètement, quand vous déléguez à un validateur dans l'écosystème Cosmos, c'est quoi le risque ? Eh bien, en soi, il y a deux risques principaux. Donc, il y a le risque de tout simplement écrire des blocs non valides, c'est-à-dire tenter de mettre de la merde dans un bloc. Ça, c'est le plus dangereux, comme je vous dis, c'est si vraiment tu triches, là, le validateur se fait sortir, et c'est une part relativement importante du stake qui se fait péter. Et là, encore une fois, vous avez délégué à un acteur malicieux, donc il faudra en subir les conséquences. On l'a vu dans le proof of stake, personne n'a d'intérêt à faire ça, si ce n'était des validateurs au pouvoir extrêmement centralisé. Et là, encore une fois, si jamais un jour ça devait arriver, ça me semble que ça ne pourrait être que des gogoles comme ça. Voilà. On va dire des validateurs relativement normalement constitués n'ont aucun intérêt économique à faire ça. Parce que tout simplement, le jour où vous faites ça, vous slashez le collatéral de vos validateurs, de vos délégateurs, vous disparaissez immédiatement du modèle économique de cette blockchain et de toutes les blockchains du Cosmos. Je veux dire, le validateur qui un jour tente de corrompre une blockchain, mais plus jamais il ira valider aucune blockchain. Encore une fois, on le verra, les validateurs ont un incentive économique via un fee qu'ils vont prélever sur le service qu'ils rendent. Autrement dit, c'est un modèle qui peut et qui est relativement rémunérateur, c'est perdre cette rémunération si on triche, tout simplement. D'un autre côté, donc hormis ce risque quasi improbable, comme on l'a dit, ou totalement stupide, d'un validateur qui volontairement inscrirait des choses fausses dans les blocs, normalement, il n'y a pas d'autre risque que la double signature, c'est-à-dire faire tourner, enfin il y a plusieurs façons qui pourraient amener à une double signature, c'est plutôt, on va dire ici, une mauvaise gestion technique du validateur. Bon, concrètement, là encore, les validateurs sont quand même supposés être des opérateurs professionnels, et on le verra de toute façon, la preuve d'enjeu et ce système de délégation est fait pour que de toute façon, à travers le temps, ceux qui ne sont pas compétents techniquement se fassent dégager au profit de ceux qui le sont plus. Donc encore une fois, ce risque-là, il me paraît relativement faible. Mais surtout, si jamais il devait se produire, vous n'allez pas vous faire péter 20% de vos tokens. C'est 5%, d'accord ? 5% pour un double sign. Et encore une fois, si votre validateur arrive à double signer, il est franchement mauvais et que vous l'avez probablement mal choisi. D'un point de vue technique, il faut être mauvais pour faire une double signature. Ok ? Et si ça se produit, ce validateur-là perdra immédiatement tous ses délégateurs, sortira du validateur 7 et un nouveau, plus compétent, prendra probablement sa place. Ok ? Donc, il y a très peu de chances que ça se produise, voire zéro, et puis si jamais ça se produit, vous n'avez vraiment pas de chance d'avoir choisi ce validateur. Deuxièmement, et c'est celui-là qui risque le plus d'arriver, le downtime. C'est-à-dire, concrètement, soit le serveur tourne dans le cloud et l'opérateur de cloud a un problème. On l'a vu par exemple au VH, les serveurs qui brûlaient, ça peut arriver. Vous faites tourner un validateur là-dessus, vous vous réveillez le matin, votre data center a brûlé, le temps de redéployer le node sur un autre truc, vous pouvez être donc ce qu'on appelle downtime pendant une durée. Si cette durée est inférieure à 18 heures, c'est pas grave, vous perdez juste les rewards, c'est-à-dire que comme vous ne participez plus au consensus, vous récupérez plus les rewards. Maintenant, comme on l'a vu, sur du 21% annualisé, si vous ratez un jour, vous n'allez pas franchement changer le game. Si ça dure plus de 18 heures, c'est-à-dire, encore une fois, si ton infrastructure a été tellement mal mise en place que tu n'arrives même pas à revenir en ligne au bout de 18 heures, ce qui est encore une fois le signe d'une incompétence relativement élevée, alors là, ça vous coûte 0,01%. C'est de dire, c'est même pas une pichenette, vous le verriez même pas passer. Donc je vais insister clairement là-dessus, le downtime d'un validateur ne vous coûtera jamais d'argent. Ce que ça coûte au validateur, c'est sa réputation. Un validateur qui n'est pas foutu de revenir online rapidement, c'est un validateur qui perdra de la crédibilité, et là encore, on l'a vu, c'est probablement qu'il sera naturellement éjecté par ses délégateurs du validateur 7 au profit d'un validateur plus performant. Donc, si je résume, sur les risques, d'accord ? Ils sont très faciles à mesurer, les risques. Le risque, il pourrait réellement coûter de l'argent. Il n'a aucune réalité économique de se produire, puisque c'est le même risque que d'essayer de tricher sur un proof of work. C'est complètement débile, on vous verra, et vous allez perdre de l'argent. Donc c'est complètement con.
Le double signature, il faut juste être incompétent pour arriver à faire ça sur un BFT. Deuxièmement, troisièmement et dernièrement, le downtime, qui est quelque chose qui peut se produire, c'est vraiment, franchement pas grave, c'est juste, encore une fois, une preuve de compétence que d'arriver à revenir online le plus vite possible. Clairement, un validateur qui a des downtime réguliers et qui met beaucoup de temps à revenir, c'est un validateur sur lequel, concrètement, vous devriez peut-être revoir vos idées de délégation. Et encore, la plupart des validateurs font un très bon travail à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du risque. Le reward, on l'a vu, il est donc proportionnel à différents mécanismes. On va aller étudier ça juste après. Ce qu'il s'agit donc de comprendre derrière, donc c'est sur ces blockchains-là, donc on l'a dit, vous aurez des opérateurs de réseau, c'est-à-dire les validateurs. Vous ne pouvez pas staker directement puisqu'il n'y a que 175 places, par exemple, sur le Cosmos Hub. Ce que vous pouvez voir ici, et ce qui est important dans mon sens de notifier, c'est que par exemple sur le Cosmos Hub, vous avez 513 validateurs. Là encore, c'est un protocole open source, d'accord, que n'importe qui peut télécharger et faire tourner sur son ordinateur. En revanche, dans le Cosmos et dans les blockchains comme ça, avec ce système BFT, il y a un nombre de validateurs limités qui sont sélectionnés par le stake qu'ils amènent. C'est-à-dire, on prend les 175 qui ont le plus de valeur déléguée. Concrètement, ici, si je descends tout en bas du tableau, Castelnode a 91 200 atomes, et si n'importe qui en dessous arrive à obtenir 91 207 atomes, il prendra sa place et Castelnode sortira du set actif. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Quand on n'est pas dans le set actif, mais on ne participe pas au reward. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas de reward de bloc. Ce validateur ne générera pas de revenus. Mais il peut tout à fait tourner. Encore une fois, n'importe qui peut participer. Il s'agit donc bien ici d'un réseau décentralisé. N'importe qui peut venir et valider les transactions. Par contre, vous ne pouvez pas prétendre au reward si vous n'avez pas suffisamment de collatéral à apporter. Là encore, c'est proof of stake. Le but étant d'amener un collatéral pour que si jamais vous voulez tricher, ça va vous coûter de la thune. Voilà. OK? C'est vraiment tout simple. OK? Ce système-là, donc, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Comme on l'a dit, oh tiens, retrouvons nos amis les validateurs. Coinbase Custody, Dokia Capital, qu'on retrouvera après, Binance, qui sont des validateurs centralisés. Donc comme on l'a dit, ceux-là, non seulement ils vous piquent le pouvoir de vote, en plus de ça, ils vous bouffent des commissions atroces, quand ils vous donnent déjà les rewards. Et donc, en plus de ça, ils ont à eux seuls un pouvoir relativement significatif sur la gouvernance, ce qui comporte et compose un risque significatif, donc de mauvaise gestion de la blockchain. Maintenant, comme on l'a dit, c'est pas dans leur intérêt non plus de les envoyer dans le mur, ces blockchains, mais il faut quand même dire qu'à quelques validateurs centralisés, ils ont pratiquement un tiers du pouvoir de vote. Voilà. Donc attention, encore une fois, à la collusion. Il ne s'agit pas, encore une fois, de créer des blocs corrompus, puisqu'on l'a dit, quoi qu'il arrive, c'est 513 personnes qui verront que c'est n'importe quoi, ce bloc. Donc c'est vraiment important que vous compreniez ça. Celui qui triche sur des blockchains open source, il est sûr de se faire pécho. Hein. Donc on fait vraiment attention. Très important de comprendre ça. Ok, donc on prend les 175 validateurs, et la question qui suit derrière, de façon logique, comment on choisit ces validateurs? Bon, c'est tout con, hein, mais effectivement, donc, comme on l'a dit, il y a différents aspects, on en a dégrossi une bonne partie, mais concrètement, le reward, c'est un facteur, le risque c'est le même pour tous, et on l'a vu, ces risques sont proches de zéro. Donc la question ça va être de voir le reward. Le premier facteur c'est donc de se dire comment se rémunère le validateur pour le service qu'il opère. Il va prendre une commission. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette commission, elle n'est pas prise sur votre dépôt, sur votre stake, d'accord ? Le token que vous mettez en collatéral, par exemple, vous mettez en collatéral 1000 atomes, d'accord ? La commission qui est prise ici, c'est pas le validateur prend 20% de vos atomes. Hein. En aucun cas, le validateur n'a accès à vos tokens. Là encore, on parle de délégation self-custody, c'est-à-dire qu'en tout temps, ces tokens restent intégralement en votre possession. Le validateur n'est qu'un intermédiaire qui récupère la valeur collatérale de ces jetons, et si et seulement si le consensus définit qu'il y a eu mauvaise validation de ce validateur, ou qu'il est downtime, effectivement, là, il peut y avoir destruction d'une partie de vos tokens. Mais c'est intégralement écrit au niveau du consensus. Le validateur ne peut en aucun cas se barrer avec vos jetons. Hein. J'espère que vous le comprenez. Il ne s'agit pas de déposer de l'argent sur un smart contract, d'accord ? C'est juste, vous participez au consensus, le validateur n'est qu'un opérateur de sécurité. Okay ? En aucun cas, le validateur ne peut piquer vos tokens. Okay ? Le seul moyen avec lequel vos tokens peuvent être attaqués, c'est si ce validateur fait de la merde. Et comme on l'a dit, le pire et le seul risque auquel vous êtes soumis, c'est le downtime. Et franchement, si quand bien même ça se produit, vous ne le verrez même pas, tellement 0,01% face à 20% de reward, c'est même pas perceptible. Ok ? Donc c'est important de comprendre ça. Cette commission que le validateur prend,
vous allez le voir relativement vite. Alors, il y en a des outsiders, hein, 10, 15, etc. Mais globalement, on est sur quelque chose qui va se situer entre 3 et 7%. D'accord ? Ça, je vais tout de suite enfoncer, tout de suite, mais direct la porte ouverte, ça ne change strictement rien. D'accord ? Je vais vous faire un petit calcul pour juste vous le prouver quand même. Hop. Prenons ici donc quand même un gros bébé de délégateur, quelqu'un qui a 1000 atomes. Hein. Donc à 12 balles le token, ça fait quand même déjà une petite somme, bien largement au-dessus de ce que la plupart des gens normaux possèdent en atomes. Donc déjà, on prend un gros bébé, mais vous allez voir que la différence est déjà pas bien grosse. Donc, si on prend un rendement de staking moyen, hein, ce qui va être le cas sur l'année, là on est sur des niveaux de staking relativement élevés, puisque on va le voir, le reward est variable sur Cosmos. Mais si on part sur un rendement annualisé de 15%, ce qui me semble être la norme ici, pardon, on ne va pas faire x15, fois 0,15, votre reward sera donc de 150 atomes. C'est sur ce reward que sont appliqués les fees du validateur, d'accord ? Pas sur la totalité des 1150. D'accord ? Les 1000, de toute façon, ils sont à vous, personne n'y touche. Okay ? Les 150, c'est donc les rewards d'inflation qui vont être distribués chaque jour, chaque bloc, chaque heure, etc. Donc, au bout d'un an, c'est à peu près 150 atomes de plus auxquels vous pourrez avoir droit. Puisque vous avez participé à ce consensus, vous récupérez l'inflation. Ok, donc c'est 150 atomes. Si sur ces 150 atomes, je prends maintenant 3%, d'accord ? C'est-à-dire, bon, on va dire la relative zone basse des trucs. Alors, on va parler après vite fait des validateurs à 0%, parce que vous allez vite comprendre que c'est franchement à éviter. Mais bon, bref. Voilà concrètement la rémunération annuelle du validateur pour vos 1000 atomes de collatéral. Le validateur va vous prendre 4,5 atomes. Ça veut dire, à l'année N+1, vous aurez gagné, vous aurez sur ce compte, d'accord, qui partait avec 1000 atomes, vous en aurez 1145,5. Ok, refaisons ce calcul, donc 150 de reward, et maintenant je mets 0,05. 7,5 atomes. Ça veut dire là, vous n'avez plus que 142,5 atomes. Le delta entre ces deux pourcentages de reward, qui pourrait paraître énorme, vous direz 3% et 5%, celui à 5% me prend 2 fois plus d'argent. Oui, mais encore une fois, pour quelqu'un qui déjà déléguerait 1000 atomes, qui est quand même une petite somme largement supérieure à ce que la plupart d'entre vous possédez, on parle de 3 atomes à l'année. D'accord ? Donc, franchement, le fees, en soi, c'est souvent un faux ami, assez stupide. On parle de sommes vraiment infimes à l'échelle du délégateur. Alors, c'est sûr qu'à l'échelle du validateur, ça peut faire une différence, mais encore une fois, tant qu'on reste dans la moyenne entre 3 et 7%, franchement, on parle de menu frottin. Ok ? Donc, le validateur fee, c'est plus de dire faut considérer qu'entre 3 et 7, c'est franchement la même chose pour vous en tant que délégateur. Donc, si le choix ne se fait pas vraiment au fees, bon, à condition, comme on l'a dit, d'écarter les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont à 10%, ils vous la mettent un peu profond quand même. Ça fait un peu cher le service. Mais alors, ceux qui sont à 0, je vais être clair. Donc là, direct, tous les validateurs 0% sont très largement critiqués par la fondation et l'écosystème Cosmos et les builders en général. Donc déjà, vous pouvez vous mettre tous les airdrops où je pense, puisque c'est comme les validateurs centralisés. Tous ceux qui ont un fee trop faible sont considérés comme un dumping fiscal à l'intérieur du Cosmos. Vous, les airdrops, vous les mettez où je pense. Hein, d'accord ? Donc tous les validateurs 0% ne sont pas du tout appréciés dans l'écosystème. Et il y a d'ailleurs d'autres blockchains qui ont mis en place un minimum fee. C'est-à-dire, vous avez des blockchains comme Osmosis, c'est minimum 5%. Il n'y a pas de validateur à 0% chez Osmosis, parce qu'ils ont refusé ce dumping. Ce même vote avait été proposé d'ailleurs dans le Cosmos Hub, qui a été refusé. Donc, attention, ça veut dire qu'il peut tout à fait revenir ce vote. Hein. Bon, pour ma part, encore une fois, les validateurs 0%, il est de bon ton de vous poser la question, ça coûte combien de faire tourner un validateur ? Je vais y répondre ici, c'est minimum 10 000 balles par an à peu près. Donc ils font quoi ces gens ? Ils sont juste cons, ils jettent l'argent par les fenêtres ? Bah non, comme d'hab, encore une fois, c'est que ils vendent vos données derrière, ou alors ils vendent vos votes. Donc faut faire gaffe, encore une fois, les validateurs 0%, c'est pas des petits bisounours, c'est souvent des business models qui vous la mettent bien profond, hein, c'est viens chez moi, ça te coûte rien, comme on l'a vu, encore une fois, on parle de choses infimes, on parle de l'ordre de 4 à 7 atomes pour 1000 atomes délégués sur une année. C'est clairement bidon. Donc, encore une fois, ces mecs-là se rémunèrent autrement, et la plupart du temps, moi j'appelle ça du vice, c'est de dire « Viens chez moi mon petit, je te dis pas ce que je fais pour me payer », c'est toujours le bon vieux système, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Voilà. Donc j'écarte tout de suite les validateurs 0%, en fait, pour les 4 atomes que ça va vous coûter à l'année sur 1000 atomes, hein, vous perdez des airdrops, et en plus de ça, vous vous faites un peu mettre à l'envers, parce que ces mecs-là vous vendent le « je suis pas cher », mais en réalité, ils trouvent bien l'argent quelque part, c'est généralement sur votre dos que ça se fait. D'une autre façon, c'est un peu détourné, et encore une fois, moi j'aime pas trop ces gens qui fonctionnent comme ça.
Bon, après, ça vous regarde, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Donc voilà pour le choix des validateurs, en fait le fee c'est pas vraiment le truc. On avait fait dans une autre vidéo et j'avais donc dit l'autre facteur ça peut être la participation à la gouvernance, puisque donc comme vous déléguez votre vote au validateur, ce serait quand même cool d'avoir un validateur qui vote correctement. En tout cas qui vote de façon relativement similaire à vous, puisque dans ce cas-là, le fait de lui déléguer son vote, ça vous fait gagner du temps, ça vous évite de voter vous-même, et vous allez donc chercher des affinités politiques avec le validateur. Vous allez regarder ses votes historiques, et si vous êtes plus ou moins d'accord avec ses votes, vous pouvez dans ce cas-là le choisir pour sa représentativité politique. Bon, là, on va le voir un petit peu plus loin, c'est un modèle économique qui risque de changer assez dramatiquement, et en partie à cause de nous. Je vous expliquerai ça après. Bon, donc, si ça aussi, ça va mourir, c'est-à-dire que de plus en plus, les validateurs vont s'orienter vers leur rôle principal, on l'a vu, attention, encore une fois, tout système décentralisé a plutôt tendance à se spécialiser. Pour moi, les validateurs n'ont rien à foutre dans la gouvernance. Peut-être que certains continueront de le faire, mais pour ma part, une large majorité des validateurs vont devenir des opérateurs apolitiques, des opérateurs techniques, et on sera d'ailleurs, sans spoiler, on vient de lancer un validateur Cosmos, et on sera le premier validateur apolitique. On ne votera pas à votre place, et nous vous offrirons des outils pour copier les votes de n'importe qui dans l'écosystème. C'est-à-dire, tout simplement, on va séparer le lien économique et politique de vos délégations. On est les premiers à le faire, on en est très fiers. Évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Mais je pense que de toute façon, c'est le chemin naturel que prendront les validateurs. Donc pour moi, un validateur, c'est un opérateur technique, ce qui m'invite à penser que, bon, ça prendra du temps, mais à mon avis, le choix politique du validateur se limitera à quelques validateurs qui s'incluent réellement et durablement dans la politique économique de l'écosystème dans lequel ils travaillent, ici Cosmos. Là, on parlerait donc de validateurs qui clairement participeraient aux discussions de gouvernance dans les forums, etc., des validateurs très actifs en politique. Mais une très large partie des validateurs, ils n'y comprennent pas grand-chose à la politique, ils font souvent n'importe quoi, voire ils votent un peu comme ils peuvent, voire, comme je vous l'ai dit, certains vendent les votes, puisque c'est d'ailleurs comme ça que se rémunèrent en partie les validateurs à 0%. Donc, encore une fois, attention à cette économie du vote dans Cosmos. Et comme je vous l'ai dit, donc je l'annonce, ça fait partie des premiers outils qui seront mis en place par le validateur de la communauté Pro-Indicators, qui s'appelle Pro-Delegators. Alors, on est tout frais, donc on est encore en bas dans ce classement. On est ici, voilà, 149e, Pro-Delegators, bon, vous retrouvez le logo, etc., tout ça. Donc, il s'agit de comprendre que nous, on ne votera pas, d'accord ? Nous, cet aspect politique de Cosmos ne sera pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas la responsabilité qui nous hérite encore aujourd'hui, puisque, comme on l'a dit, quoi qu'il en soit, le validateur hérite du vote que vous ne faites pas. Donc, si vous ne votez pas, ce qui est le cas pour la plupart des gens, si nous, on ne vote pas non plus, c'est une baisse de participation globale à la gouvernance. Et ça, pour moi, ce n'est pas un plus. Donc le but, nous, ce n'est pas de nous décharger de la volonté politique, c'est plutôt, au contraire, de vous donner des outils pour créer une caste politique, puisqu'on l'a dit, pour ma part, de toute façon, à terme, c'est la spécialisation qui nous attend. Des validateurs très, très bons et très bons dans leur opération technique, qui n'ont pas nécessairement à prendre et à avoir une charge politique en plus. On est là pour faire tourner ces putains de consensus, pas nécessairement pour jouer à l'Assemblée nationale. Bon, donc pour ma part, certains validateurs, et on va être les premiers à le faire, et on donnera cet outil à n'importe quel validateur qui veut le faire également, vous permettra de copier les votes de n'importe quelle wallet Cosmos. C'est-à-dire qu'ici, ce qui va se passer à partir du moment où on sortira cet outil, c'est que, tout simplement, quand vous irez sur le site de prodelegators.com, je ne l'ai pas encore fait, il viendra, la première chose que vous ferez, c'est de choisir à qui vous déléguez vos votes. Puisque ce ne sera pas nous. Le validateur va forcément caster des votes abstain. Nous, le premier truc qu'on va vous demander, c'est est-ce que vous voulez choisir un représentant politique dans Cosmos ? Ce représentant politique n'a pas besoin d'être un validateur. Alors que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout représentant politique doit passer par un validateur, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors par sphère d'influence, en disant et en invitant chaque personne à voter elle-même. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, une très large partie des votes est castée par les validateurs. On a une forme de caste politique politico-technique qui fait franchement peur. Donc, on va essayer de casser ce game-là et de séparer ces deux classes. On va essayer d'inciter les gens à créer une émergence de classes politiques. Des gens qui n'ont pas du tout la nécessité d'être un opérateur technique, mais qui sont très bons politiques. Dans ce cas-là, ces gens-là, on n'a pas besoin de les voir créer des validateurs, on peut juste leur demander de créer des communautés, des sphères d'influence. Dans ce cas-là, vous pourrez déléguer à ces gens. Là, tout ce qu'on leur demande, c'est une adresse Cosmos publique. Ces gens-là peuvent donc devenir des personnalités publiques, déclarer une adresse Cosmos, par exemple, moi, Zaki Manian, ou Jake One,
voici l'adresse selon laquelle je voterai. D'accord? Il peut vous donner une adresse publique, pas forcément celle sur laquelle il détient ses tokens, hein, si vous gardez la vie privée de son compte bancaire, mais il pourra dire, sur cette adresse-là, c'est moi qui vote. Et si vous voulez copier mes votes, vous pourrez le faire. Dans ce cas-là, à partir du moment où vous voulez suivre un représentant politique, vous n'avez besoin d'avoir que son adresse Cosmos, et notre outil vous permettra de copier tous ses votes. Autrement dit, vous ne votez pas, mais vous ne votez pas comme le validateur, vous votez comme le représentant politique que vous aurez choisi vous-même. Là encore, vous pourrez changer de représentant politique, etc. etc. OK? Donc voilà le game qu'on va péter. Donc tout ça, je vous le disais pour vous faire comprendre donc que pour ma part, les aspects de choix du validateur sont déjà en train de changer, mais vont changer encore plus en partie avec les outils qu'on va apporter. D'accord? Il s'agit donc de comprendre, comme on l'a vu, la commission, tant qu'on est entre 3 et 5, entre 3 et 7, c'est à peu près la même chose. Aller à 0, c'est débile. Et au-dessus de 7, franchement, vous la faites mettre un peu profond. Deuxièmement, le facteur politique, pour moi, hormis certains validateurs qui prendront très à cœur ce rôle politique et qui le feront vraiment correctement, une large partie des validateurs vont se spécialiser dans l'opération technique, ceux pour lesquels ils sont quand même normalement supposés être vraiment compétents. Et dans ce cas-là, il serait normal de voir émerger une classe politique qui n'a pas nécessité de voir et de devenir des validateurs. Dans ce cas-là, le validateur n'est plus nécessairement un choix politique, ça devient un pur choix économique. Alors comment on fait? Puisqu'on l'a vu, concrètement, les fees ne changent pas beaucoup. Eh bien, il va falloir vous poser la question. Que font donc les validateurs, ces opérateurs techniques, qui pourraient vous permettre de les différencier et d'en choisir certains qui seraient plus légitimes que d'autres à hériter de vos délégations? Il s'agit de comprendre qu'il y a 3 types de validateurs en fait aujourd'hui, et il y a un des outils qui, pour ma part, l'exprime le mieux, c'est celui-ci. C'est de dire, ici, vous pouvez voir sur un graphique des plus gros validateurs, si sur l'échelle verticale, on voit le nombre de leurs délégateurs, le nombre de personnes uniques, de wallets uniques qui délèguent chez eux, et de l'autre côté, le nombre de stakes, enfin le capital, le total du stake mis en collatéral. Si on a donc cette échelle, concrètement, ça permet de représenter graphiquement quelle est la taille moyenne du délégateur de ce validateur. Et vous voyez très vite qu'ici, il y a donc 2 classes de validateurs qui se séparent. Alors, il y a toute une classe ici un peu intermédiaire, qu'on va dire qui est un peu hybride, mais sinon, on a très clairement donc, des validateurs très axés en bas. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont très peu de délégateurs, mais c'est des gros bébés, d'accord? Et de l'autre côté, vous avez ceux qui ont énormément de petits délégateurs. Pour ma part, ça sépare donc 2 à 3 classes de validateurs. Donc les validateurs de capitaux, c'est là que vous retrouvez évidemment nos amis les Coinbase, les fonds d'investissement comme Zero Knowledge Validator, Dokia Capital, Polychain, les exchanges centralisés type Kraken, etc. Okay, vous les retrouvez tous là. Okay, et de l'autre côté, donc on l'a dit, à l'autre extrême, vous retrouvez des validateurs comme ceux dont j'avais déjà parlé, mais genre, voilà, Citadel, et vous avez des Stake Lab, Allnodes, etc., BeHarvest. Et vous vous direz tout de suite, bon, Informal, j'ai déjà entendu ces trucs-là, et oui, en fait, ces validateurs-là, ce sont des builders. C'est-à-dire qu'en fait, de l'autre côté, ceux qui attirent les délégateurs, en réalité, eux, ils ne se battent pas sur le fees à dire « Ah, moi, je prends 2%, machin », on l'a vu, c'est débile. Ça change que dalle pour le niveau du délégateur. Puisque là, on parle donc d'un grand nombre de petits délégateurs. Ce qui attire ces délégations, et ce qui fait donc de ces validateurs des gros validateurs, c'est le service qu'ils rendent. Donc il y a les validateurs de capital, eux ils en ont rien à foutre de la gouvernance pour la plupart, ils votent pas, comme je vous l'ai dit, et eux tout ce qui les intéresse c'est d'avoir un maximum de thunes et d'en garder un maximum pour eux. C'est généralement les validateurs qui ont 10-15% de fees, ou alors comme on l'a vu c'est carrément ceux qui vous redistribuent 6 quand ils gagnent 21. C'est quand même la totale vénère quoi. Enfin bon bref, donc éviter ces trucs là, ça c'est juste pas possible quoi. Donc la question en fait ça va être de choisir, le vrai choix du validateur ne se fait pas sur le fee. Et dans la dernière vidéo, je disais que le choix se faisait à défaut probablement donc sur la capacité de participer à la gouvernance. Et je viens de vous l'annoncer officiellement, ce game-là va changer très vite. Les validateurs vont très très rapidement devenir des validateurs techniques, des opérateurs techniques. Et pour la plupart, la différenciation se fera au niveau des outils, c'est-à-dire de la technicité. Ces validateurs vont être incités à fournir des services à leurs délégateurs. Fournir du service sous différentes formes, soit carrément un service direct, vous avez comme Citadel, il vous propose un wallet avec des outils de swap, de machin, etc. On va vraiment fournir un service au délégateur et on va l'inciter à dire notre service est gratuit pour continuer à l'entretenir, etc. ou même éventuellement accéder à des fonctionnalités premium, merci de déléguer chez nous. Ils vont attirer les délégateurs par la qualité des services qu'ils produisent.
Ok, les validateurs de services. Et la troisième et dernière classe, les Informal BRVest, eux ne proposent pas de service direct, mais ce sont des builders du Cosmos Hub. Ce sont des gens qui entretiennent le stack technique, etc. Généralement, ces validateurs-là sont fortement soutenus par les capitaux de la fondation et des capitaux propres, puisque pour la plupart, ce sont des très vieux de l'écosystème. Ils étaient là à la première heure, et donc ils ont une partie relativement significative du token supply. Voilà donc les trois classes de validateurs. Ceux qui sont un peu hybrides, et à mon avis de toute façon c'est ceux qui vont devoir tendre d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire soit effectivement devenir des validateurs très 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 politiques, soit commencer à fournir du service pour les délégateurs pour pouvoir continuer d'attirer leur faveur. De l'autre côté, comme on l'a dit, il y a juste les gros bébés qui eux vont juste lever encore plus de capitaux et rien à foutre de fournir du service pour Cosmos. De toute façon, nous on est juste là pour apporter de la thune. Encore une fois, je vais insister, c'est pas nécessairement négatif. La façon avec laquelle je le dis, c'est pas bon. Mais encore une fois, dans le proof of stake, le capital, c'est important. Donc, avoir des capitaux plus VC ou investisseurs professionnels, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est important, c'est de garder une forme de balance entre donc la vision plutôt Cosmos, public good, on partage, on produit pour l'écosystème et on en bénéficie tous. On a besoin, certes, du capital, mais ce serait quand même bien que la balance reste relativement équilibrée. Ok, donc très important que vous compreniez ça, les builders, les service providers et les capitaux, fonds d'investissement purs, pas d'intérêt. Et éventuellement, donc comme on l'a dit, une classe à mon avis minime de validateurs politiques, même si pour ma part, la politique sera plutôt un choix optionnel de validateurs, donc soit de services, soit des builders. Et dans ce cas-là, vous aurez des validateurs de services avec option politique, etc., etc. Ok ? Très important pour ma part donc que vous compreniez ça, c'est un changement radical dans le choix des validateurs par rapport à la vidéo précédemment escomptée. Ok ? Donc dans ce délire-là, je vais faire un tout petit point quand même donc pour vous montrer comment ça fonctionne la délégation ou la redélégation. Donc tout dépend comment ça fonctionne. Bon, normalement vous avez plein de tutos sur internet, j'espère que vous savez comment faire, mais je vais quand même le montrer pour que tout soit là dans cette vidéo réuni. Donc ça dépend, si vous avez un hardware wallet, dans tous les cas il vous faut donc un wallet. Donc vous pouvez utiliser, si vous avez un Ledger, vous pouvez utiliser le wallet associé, Ledger Live, et directement à l'intérieur, si vous avez des atomes, vous pouvez les déléguer à l'intérieur, d'accord ? Vous pouvez directement utiliser Ledger Live. Bon, ce sera peut-être pas disponible pour des petites blockchains de l'écosystème Cosmos, mais pour les grosses, comme le Cosmos Hub par exemple, c'est déjà intégré, il n'y a pas de souci. Là-dedans, vous pouvez donc retrouver la liste des validateurs, vous choisissez un ou plusieurs validateurs, puisque vous n'êtes pas obligé de tout déléguer à un seul, vous faites votre propre mix, comme on l'a dit, selon les différents critères de choix, c'est-à-dire qui produit les services que vous utilisez le plus, dans ce cas-là, vous lui déléguez soit la toute ou partie de votre portefeuille. Si vous utilisez le service de plusieurs validateurs, eh bien vous pouvez évidemment proportionnellement répartir cela. Ok ? Donc vous créez votre propre mix, plus basé, comme je vous dis, sur l'affinité des services que vous avez, avec ces différents validateurs. Ce qu'ils vous rendent. Et les services, ça peut être varié, comme on l'a dit, ça peut être des services de wallet, des services de ceci, cela, des services de gestion ou simplement des services communautaires. Vous avez aussi des validateurs qui ne sont pas nécessairement providers de technologie, mais ce qu'ils font par contre, c'est que donc ils éduquent leur communauté. C'est par exemple ce que je fais moi pour vous depuis 2 ans. Si vous voulez remercier indirectement le travail que je fais gratuitement, encore une fois, je ne suis pas payé sur ces vidéos, il n'y a jamais de pub sur aucune de mes vidéos, je ne reçois que $0 de YouTube et de tout ce contenu que je produis pour vous. Une façon de remercier, ce serait de déléguer à ProDelegators, de relative proportion à la qualité du travail que vous envisagez, enfin pour moi. Ok ? Donc voici le délire. Il y a d'autres trucs, comme je l'ai dit, nous, ProDelegators, on ne sera pas évidemment qu'un validateur communautaire. Il y a aussi des techs derrière, et je vous l'avais expliqué dans le dernier live, et je vais faire un peu d'autopromo. Je ne suis pas le seul derrière ce validateur, je n'ai pas les capacités techniques de le faire, et comme je vous l'ai dit, il faut des gens compétents. Donc j'ai trouvé des gens compétents, je travaille en Suisse, donc encore une fois, le validateur, ça ne va pas être un truc au fin fond des Balkans. Donc très carré, très correct, c'est vraiment de très bons opérateurs techniques, ils sont au nombre de 3. Je peux même vous dire que dans le délire, on n'a pas voulu effectivement faire bon, Phil apporte tous les capitaux, etc. et la commu, donc 95% des rewards pour Phil. Non, en fait, moi je ne travaille pas comme ça. Donc on est 4, c'est 25% chacun, même si évidemment au début j'apporte beaucoup, eux apporteront bien d'autres choses derrière, puisque j'entame direct la vision du validateur. Donc comme on l'a dit, déjà il y a l'aspect communautaire. Vous pouvez déléguer à ce validateur simplement pour remercier le travail bénévole que je fais pour la communauté de ProIndicators et tous les gens autour de ça. Il y a plein de gens qui ne sont pas nécessairement là pour ma stratégie, mais juste pour ma vision de marché. Déléguer une partie de vos jetons sur nos validateurs, ça fera franchement plaisir. Le deuxième aspect, et pour moi le plus important,
c'est le service. C'est de dire, ce service-là, il nécessite des connaissances techniques que j'ai pas. Moi, j'ai des très bonnes idées, hein. J'ai toujours eu des idées sur les outils qu'il faudrait développer pour qu'on se porte tous mieux. Eh ben, je pense que c'est ça qu'on va faire avec ce validateur. On va produire ces outils dont j'ai toujours rêvé, en tout cas pour la partie blockchain, donc des trucs de semi-automatisation, plein d'outils techniques très intéressants qui vont essayer d'apporter une meilleure expérience de la blockchain dans l'écosystème Cosmos pour ceux qui, évidemment, délégueront chez nous. C'est possible de dire on va créer des outils dont tout le monde pourra bénéficier. Évidemment, certains de ces outils seront associés à un fee. Hein, il y a quand même un coût pour créer ces services. Donc, il s'agit de comprendre qu'il y aura un fee à l'utilisation de ces services et on va probablement mettre en place un système de tier, c'est-à-dire plus vous déléguez chez nous et plus vous déléguez longtemps, plus vous avez contribué en fait à financer ces outils, plus vous y aurez accès gratuitement. Tout simplement, pour nous, ça va être ce business model. Comme je vous le dis, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Moi, personnellement, je m'en fous. Mais il faut payer les devs. Le but, c'est bien de comprendre que ces gars-là, ils vont bosser pas pour s'enrichir, ils vont bosser pour produire des services que eux, vous et moi, on va pouvoir utiliser. C'est plus de dire, vous participez à la création communautaire de biens communs. Ces biens communs serviront à tout le monde, avec un fees pour ceux qui ne délèguent pas chez nous, et plus vous déléguez et plus vous déléguez longtemps, plus évidemment vous accéderez à ces services sans fees, tout simplement, puisque vous aurez participé indirectement à la fabrication de ces mêmes outils. Voilà le deal en fait, donc comme ça va être chez nous. Donc je vous donne le profil, nous on sera apolitique, mais on va vous donner les outils pour garder le contrôle de vos choix politiques. On n'est pas un validateur qui se fout de la politique, on est un validateur qui veut faire évoluer la politique dans le bon sens. La deuxième chose, c'est que donc, je vous dis, il y a un aspect communautaire. Je continue de vous éduquer constamment sur l'évolution de cet écosystème. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de travail pour suivre tout ce bordel. Une des façons de remercier ce travail-là, c'est de déléguer sur ce validateur. Et le troisième aspect, ce seront donc les outils. Et vous me connaissez, j'ai plein d'idées et ces gars-là sont clairement compétents et on essaiera de développer les meilleurs outils possibles. Parmi tout ça, évidemment, on mettra, comme toujours, on essaiera d'être largement leader dans nos domaines. Donc, je vous dis, des outils dans le terme de la semi-automatisation de vos trades, c'est des trucs que j'ai toujours voulu. Clairement, on va travailler sur cet axe-là. On mettra en place des assurances lashing, c'est-à-dire si par hasard on devait avoir un downtime, ce qui peut arriver, et souvent c'est pas de notre faute, on mettra des assurances pour que vous soyez compensé sur la perte de revenus, même si on l'a dit, c'est du 0,01% si on met plus de 18 heures. Hein, donc c'est encore une fois, voilà. Mais on mettra en place une qualité de service très largement au-dessus de ce qui se fait actuellement. Pourquoi ? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé, c'est-à-dire, j'aime pas critiquer. J'aime pas dire, ils me cassent les couilles, ces validateurs politiques qui font n'importe quoi dans la gouvernance, encore pire, ceux qui vendent leur vote. Je vais pas les critiquer, je vais juste péter leur game, c'est-à-dire que on va tout simplement mettre en place les outils qui vont petit à petit disrupter ce système, pour ma part, non équitable. Dans un deuxième sens, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, les validateurs builders sont très largement sous-représentés. Ça me fait chier, ces gros validateurs d'exchange centralisés qui vous baisent la gueule sur les yields et qui n'en ont rien à foutre de builder dans Cosmos. Qu'est-ce que je fais ? Au lieu de me plaindre, je travaille. Voilà comment ça fonctionne. Donc on va participer à ces validateurs qui produisent du service, on va incentiviser plein de validateurs à faire la même chose, c'est-à-dire pas simplement se reposer sur leur laurier et essayer de gagner de l'argent, mais réinvestir ce capital généré par les validateurs. Et on l'a vu et on l'a calculé, les validateurs s'en mettent pas plein les fouilles les gars. Hein. Ça gagne vraiment pas tant que ça un validateur. Alors évidemment ceux qui sont dans le top 20, on parle vraiment d'un autre game. Hein. Mais les validateurs builders... et les validateurs tech, clairement, pour la plupart, on essaie déjà de couvrir le coût infrastructurel de faire tourner le validateur, de couvrir le coût d'entretien, c'est-à-dire comment on fait tourner ces validateurs. Il faut faire des mises à jour, pour ça il faut des gens compétents, et encore une fois des devs, ça ne coûte pas 0$. Donc faire tourner un validateur, ça a clairement un coût relativement élevé. Le dernier point sur lequel je vais insister, c'est la transparence. Le dernier point qui me gonfle, moi, c'est ce manque total de transparence qu'il y a dans l'écosystème. Et au lieu de critiquer, on va juste essayer de faire mieux. C'est-à-dire que nous, dès que possible, on s'engagera à fournir des résultats trimestriels ou semestriels, évidemment donc audités par un comptable, afin que vous puissiez voir tout le flot de capitaux à l'intérieur de ce validateur. Vous verrez par vous-même qu'on n'est pas là pour s'en mettre dans les poches. Tout ce qui est dans ce validateur sera réinvesti pour créer des biens communs. D'accord ? C'est comme ça que ça va fonctionner avec ProDelegators. Oui, évidemment, c'est en rupture avec ce qui se fait actuellement, des validateurs qui se gavent et qui ne sont absolument pas transparents, des validateurs builders qui font tout et qui se font écraser à côté par des mastodontes qui n'en ont rien à foutre et qui sont juste là pour le capital. Le but, c'est clairement de changer ça. Ok ?
Bon, ben voilà comment ça fonctionne. Donc, vous choisissez vos validateurs. Si vous le faites sur Ledger Live, voilà comment ça se passe. Si vous le faites sur n'importe quelle autre wallet, comme c'est le cas par exemple sur des wallets Kepler, bon, vous ne serez pas franchement trop transcendé, hein, d'accord? Vous allez sur le Cosmos Hub, vous aurez la liste des validateurs, ok? Soit vous savez déjà chez qui vous allez, soit vous faites votre propre tri, vous vous renseignez, vous trouverez évidemment tous les validateurs ici. Une fois que vous y êtes, bah, par exemple, si vous voulez déléguer chez nous, bah, vous trouverez là, Pro Delegators, ok? Vous arrivez là-dessus, soit vous déléguez des jetons si vous ne les avez pas délégués, soit si vous avez déjà délégué à un autre validateur et que vous voulez changer, vous faites la fonction redelegate. Et voilà, tout simplement. Vous choisissez les validateurs que vous avez actuellement selon lesquels vous voulez changer, c'est-à-dire je veux retirer des jetons de ce validateur pour l'amener sur Pro Delegators, je choisis le montant, next, etc. D'accord? Redéléguer, c'est tout à fait possible. Ok? Comme on l'a vu, si vous redéléguez, vos fonds derrière sont bloqués pendant 21 jours. C'est-à-dire si vous déléguez chez nous, vous ne pouvez pas vous barrer de chez nous avant 21 jours. Ça vaut évidemment si vous déléguez de chez nous vers un autre validateur. Hein. Il n'y a pas de spécificité là-dessus. Ok? Important donc de comprendre tout ça. Quand vous voulez sortir, d'accord? Donc comme on l'a dit, il y a deux options. Soit vous optez pour l'unbounding, c'est-à-dire vous allez ici et vous allez faire undelegate, d'accord? Vous ne l'avez pas ici parce que moi j'ai pas de delegate, ok? Il s'agit bien de comprendre ça. Le undelegate fait que vous retrouverez la propriété de vos jetons sous 21 jours, à partir du moment où vous cliquez sur ce bouton-là. Ok? C'est important de comprendre ça, donc pas de liquidité avant 21 jours si vous passez par le staking direct. On va finir quand même rapidement en parlant du liquid staking, d'accord? Alors il y a différentes solutions. Donc vous avez la solution Stride. Là vous ne pouvez pas choisir le validateur. Hein. Chez Stride, donc vous gagnez la liquidité de vos tokens, c'est-à-dire concrètement là vous obtenez une représentation du token. C'est-à-dire vous stakez vos atomes et on va vous donner un ST atome qui peut être tradé contre un atome sur des pools de liquidité comme Osmosis. Encore une fois, attention au slippage. Si vous voulez récupérer vos tokens en même temps que tout le monde, il y aura plus de demandes pour des atomes et beaucoup de ST atomes qui arrivent dans les pools, ça va décaler le prix. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer un atome, vous allez en récupérer moins. Okay, donc encore une fois, attention, la liquidité du liquid staking, c'est pas un stable swap, sinon ça se saurait. Hein, donc attention à ne pas sortir pendant la panique en même temps que tout le monde. Sinon, ça va dépeg. Le deuxième truc, c'est donc comprendre qu'il y a plusieurs service providers. Bon, il y a Stride, qui est pour l'instant un peu le number one. Le problème de Stride, c'est que pour l'instant, et je pense qu'ils vont évoluer, vous n'avez pas le choix du validateur. C'est-à-dire, vous déléguez en fait à un ensemble de validateurs, et Stride délègue proportionnel à leur pouvoir de vote. Concrètement, en fait, Stride prend l'état actuel du validateur 7 et il distribue proportionnellement. Ok ? Il y a d'autres validateurs, d'autres protocoles de liquid staking, comme Quicksilver, qui est en train de commencer à déployer. Lui a une approche différente, c'est-à-dire que là, en revanche, vous allez choisir. C'est-à-dire, par exemple, si ici je choisis sur le network du Cosmos Hub, ok, bon là j'ai rien sur mon truc, la représentation ici de votre token, ce sera donc Q atom, différent de ST atom, mais c'est la même chose, c'est une représentation liquid staked de votre atome. Derrière, vous aurez des pools Q atom, par exemple chez Osmosis ou ailleurs, qui vous permettront de vendre ces Q atoms à n'importe quel moment, sans les 21 jours d'unbounding, pour récupérer des atomes immédiatement. La différence, c'est que chez Quicksilver, on va vous permettre de choisir le validateur, d'accord? C'est-à-dire ici, si je fais stake atom, je peux choisir et créer mon mix de validateurs. Ce qui est cool aussi chez Quicksilver, c'est qu'ils vous permettront d'avoir un accès à la gouvernance alors même que vous avez un liquid staking de votre token. Moi, j'adore Quicksilver parce que simplement, bon, voilà, ils ont une vision beaucoup plus démocratique, c'est de dire on apporte la liquidité au token sans apporter nécessairement beaucoup de compromis. Ici, vous pouvez toujours choisir votre validateur ou vos validateurs, tout comme si vous stakiez de façon classique. D'accord? Il s'agit vraiment de comprendre ça, c'est hyper important. Donc le liquid staking, c'est la solution number one aujourd'hui si vous envisagez de maintenir la liquidité de vos tokens en tout temps. Si vous ne voulez pas être bloqué sur les 21 jours. Il s'agit de comprendre qu'un des compromis, c'est qu'évidemment, le rendement de ces versions stakées est légèrement inférieur. Vous ne serez pas payé autant que si vous déléguez de la façon directe. D'accord? Donc il y a toujours des compromis. Si vous voulez la liquidité instantanée de vos tokens, il faudra probablement passer par ces situations de liquid staking. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va aussi travailler pour mettre en place des solutions de liquidité instantanée, pas nécessairement liquid staking. Mais là, on est très loin dans le futur et il s'agit effectivement là d'accumuler suffisamment de capital pour vous proposer des assurances de couverture sur les 21 jours d'unbounding. Mais là encore, ça fait partie des services dont je rêve, mais qui nécessiteront probablement beaucoup d'années d'existence de ce validateur, puisqu'il faudra accumuler, encore une fois, ici, de la liquidité pour vous permettre de sortir sans surcoût. Bon, évidemment, tout ça, encore une fois, ce sera associé à des frais, ou
pas. Si vous déléguez chez nous suffisamment longtemps, il est possible qu'on vous offre carrément la compensation de la volatilité sur les 21 jours d'unbanding. Concrètement, vous pourrez vendre vos atomes au prix que vous voulez, et même si vous les récupérez que 21 jours plus tard, on vous couvrira la différence de prix entre le moment où vous aviez choisi de sortir et le moment où vous récupérez vos atomes. Bref, je ne vais pas plus loin, vous me connaissez, je ne suis pas des plus cons, et des idées de service, j'en ai toujours eu. Généralement, j'essaie de faire des trucs dont tout le monde bénéficie plus que de juste bénéficier à ma petite poche perso. Enfin, j'espère que ça, vous l'avez compris quand même depuis le temps. Donc, bien évidemment, c'est cette vision-là qui sera à l'intérieur de ProDelegators. Je suis désolé d'avoir inséré un peu d'autopromo là-dedans dans cette vidéo. Il y avait aussi beaucoup de contenu éducatif sur comment fonctionne le système, etc. Bon, j'espère quand même que vous comprendrez qu'il ne faut pas m'en vouloir, évidemment, de parler de mon bébé. J'en suis très fier d'avoir réussi à monter ce validateur sur la plus grosse blockchain de Cosmos. Ça n'a pas été une mince affaire. Grand merci évidemment à tous ceux qui d'ores et déjà nous ont permis de monter là-dedans, hein. C'est un peu cet effet communauté que je comprends toujours jamais, mais que je respecte avec le plus grand, enfin, pour laquelle j'ai le plus grand respect. Donc merci à ceux qui ont déjà délégué, merci à ceux qui délégueront ensuite. J'espère en tout cas que maintenant vous comprenez tout sur le staking, l'évolution du staking, le rôle des validateurs à l'intérieur de l'écosystème, les différentes solutions existantes par rapport à la liquidité de vos tokens. On a parlé très rapidement aussi de situations de protocoles qui se développent actuellement, mais qui pourraient réduire éventuellement la durée de l'unbonding également. Donc encore une fois, l'écosystème Cosmos est un écosystème extrêmement important, dont la croissance et la qualité et la quantité du développement sont clairement en train de démarrer des phases de rupture technologique, vraiment des paraboles. Donc attention, encore une fois, ça build beaucoup dans Cosmos. C'est quand même des protocoles décentralisés, donc ça build lentement, hein. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est rapide, c'est souvent centralisé. Donc voilà. Par contre, là où il y a clairement de la croissance exponentielle en ce moment, c'est dans le nombre de gens qui build sur Cosmos, avec des idées pour certains vraiment, vraiment très, très intéressantes. Et l'avantage du Cosmos, c'est que quand quelqu'un build une solution technique, c'est toute l'interchain qui en bénéficie. Et ça, c'est vraiment la force de Cosmos. Parce que cette interopérabilité qu'on a vue sur le premier graphique, c'est pas un mythe, d'accord ? C'est une réalité, ça fonctionne depuis déjà pas mal de temps. Et même si l'IBC sera probablement soumis à des soucis de scalabilité à un moment donné, en attendant, pour l'instant, ça fonctionne comme un charme. Mais vraiment comme un charme. Et les apports technologiques de l'interchain sont clairement pas aujourd'hui remis en question. Quand quelqu'un build une nouvelle solution, c'est 20 à 30 blockchains qui en bénéficient derrière. Donc on est vraiment dans un système de coopération à l'intérieur de cet écosystème. Et une partie de cette coopération, on l'a vu, se mettra très rapidement et naturellement et organiquement en forme au niveau de la sécurité et du système de validation. Au cœur de ce système se trouvent les validateurs. Et le choix que vous faites aujourd'hui en déléguant la valeur collatérale de vos tokens à ces validateurs, c'est déjà un choix important. Beaucoup de gens sous-estiment ce choix et oh bah je m'en fous, moi dans ce cas-là je délègue à un validateur 0%. Comme on l'a vu, ce choix n'est pas très rationnel. Le fee qui est prélevé par le validateur est franchement très très faible. Et il sert surtout à couvrir des outils techniques. Et c'est-à-dire déjà l'infrastructure pour faire tourner ces validateurs, qui coûte déjà cher et qui coûtera de plus en plus cher, mais la plupart de ces validateurs, ils construisent des choses dont vous obtiendrez derrière les bénéfices. Donc il s'agit bien de comprendre que partir sur des validateurs à 0% pour juste gagner quelques atomes de plus dans votre poche à vous, c'est malheureusement priver le reste de l'écosystème de validateurs, à mon sens, un petit peu plus légitimes, un petit peu plus éthiques, qui ne s'en mettent pas plein les fouilles, mais par contre build pour le bénéfice de tout le monde. Voilà, je voulais insister sur ce point-là. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Ciao, ciao!